Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce premier numéro du débrief du mois où je suis accompagnée de Romain Lucas. Bonjour Romain. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, Yoann Ménès nous résumera les infos sportives du mois de septembre. Lucas Goussias nous parlera quant à lui du film Sa sortie mercredi au cinéma. Et enfin, nous terminerons avec l'avis de la rédac où nous parlerons du journal de France 2. Mais avant tout cela, que s'est-il passé durant ce mois? La réponse dans l'essentiel de l'info. Et on commence avec les ouragans Irma et José qui ont touché les Antilles. Effectivement, Irma a tout dévasté sur son passage, faisant 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'ouragan avait été annoncé par les autorités. Il y a eu beaucoup de pillages sur place et des vents à plus de 300 km/h. Et un autre ouragan, José, lui, devait passer sur les Antilles, mais il est finalement passé à 100 km de l'île, provoquant beaucoup moins de dégâts que son prédécesseur. Septembre a également été signe de tension entre la communauté internationale et la Corée du Nord suite à plusieurs essais nucléaires. Et oui, Kim Jong-un a réalisé au moins 3 essais nucléaires, provoquant la communauté internationale qui, à chaque fois, durcit le ton face à la Corée du Nord. Kim Jong-un dit avoir l'arme nucléaire. Il aurait aussi la bombe H suffisamment miniaturisée pour équiper un missile. Les présidents russes Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont appelé à des, je cite, négociations directes avec Pyongyang pour en finir avec les surenchères. Dans l'actualité française, c'est la disparition de Maëlys qui a fait les unes des journaux. Et oui, la petite fille a disparu lors d'un mariage. Une personne a été arrêtée, mais cette personne nie l'avoir enlevée. L'homme dit que la petite fille est montée simplement dans la voiture pour voir ses animaux de compagnie. Il a été filmé par une caméra de surveillance dans une station de lavage où il a nettoyé son véhicule pendant près d'1 heure et demie, juste après le soir de l'enlèvement. Mais il dit qu'il voulait vendre son véhicule par la suite et il a aussi résilié une ligne de téléphone le jour suivant l'enlèvement. Mais il a dit que celle-ci marchait très mal et pendant ce temps-là, la petite fille est toujours introuvable. Le gouvernement a également dévoilé les ordonnances du Code du travail très contestées par la gauche notamment. Sont entrées en vigueur ce samedi. Emmanuel Macron l'avait annoncé durant sa campagne présidentielle. Elles visent à augmenter la compétitivité des entreprises en leur donnant plus de souplesse, mais elles ont également pour objectif d'améliorer les conditions de travail des salariés. De nombreux décrets sont déjà entrés en vigueur sous le quinquennat de François Hollande. Pour atteindre ces objectifs, le chef de l'État a prévu d'agir par ordonnance pendant les 2 mois estivaux. Le contenu des ordonnances a été officiellement présenté par le Premier ministre Édouard Philippe et par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, au cours d'une conférence de presse le 31 août 2017 à l'hôtel Matignon. Enfin, restons dans le registre de la politique, avec le Front National où les tensions perdurent, et Florian Philippot a annoncé jeudi sa démission au micro de France 2. On écoute. Je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le Front National. Entendre, Florian Philippot a décidé de quitter le Front National où il était vice-président depuis 6 ans. Il avait bien été mis en garde par Marine Le Pen contre son mouvement baptisé les Patriotes, son propre mouvement politique. Marine Le Pen l'avait laissé vice-président mais lui avait retiré ses fonctions. Elle a dit que c'était déjà du passé ce samedi. Intéressons-nous maintenant au sport avec Yoann Ménès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce mois sportif, le mois de septembre, on retiendra notamment la nomination de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Il a été annoncé à Lima le 13 septembre. Donc Paris sera lieu de nouvelles Olympiades et ce, 100 ans tout pile après les premiers Jeux Olympiques qui avaient eu lieu en 1924. Et l'autre ville à avoir accueilli les Jeux Olympiques en France était Albertville dans les années 90. On retiendra aussi la victoire de Tom Dumoulin au championnat du monde de cyclisme sur route en Suède dans le mois. Pareil au cyclisme, Christopher Froome, après avoir gagné le Tour de France, s'impose sur la Vuelta à España devant l'Italien Vincenzo Nibali et le Russe Ilnur Zakarin. Enfin pour le football, la Ligue 1 a repris.
Paris est facile leader, malgré son match nul, pas plus tard que ce week-end face à Montpellier. Monaco suit, et Bordeaux et Saint-Étienne restent les grandes surprises de ce début de championnat. Il y avait aussi les compétitions européennes avec Paris, Marseille et Nice qui passent sans encombre, et surtout le Paris Saint-Germain vainqueur 5-0 du Celtic Glasgow le 14 septembre. Et Monaco avec son match nul à Leipzig, et surtout Lyon en Europa League qui fait un partout contre l'Apollon Limassol de Chypre montre clairement leur fébrilité. On retiendra aussi que le mois n'est pas fini en compétition européenne. Ça repart la semaine prochaine pour les derniers événements footballistiques du mois, avec notamment pour le Paris Saint-Germain la réception du grand Bayern de Munich, et côté Monaco la réception du Beşiktaş. Et restons dans le domaine du sport avec la question auditeur qui nous a été par Histoire. Qu'est-ce que ça va impliquer que Paris reçoive les Jeux Olympiques de 2024? Eh bien, ça implique que la capitale parisienne sera pleine de touristes, ainsi que tous les lieux d'événements en France qui accueilleront les Jeux début août 2024, où se dérouleront précisément ces Jeux Olympiques. Il faut aussi penser aux infrastructures. Alors, la plupart des infrastructures sont déjà en place, notamment le Stade de France, le Vélodrome de Saint-Quentin, mais il y a encore quelques infrastructures. Je pense notamment au Champ de Mars avec le volleyball et le five, à l'Arena 92 à Nanterre, et à la Marina aussi à Marseille pour le kayak. Il reste encore tout de même quelques infrastructures à développer et à finir. Et ce qui reste bien dans l'esprit des Français, c'est bien évidemment le coût. Il est prévu que l'État et la mairie de Paris et toutes les entités dépensent 6,6 milliards d'euros. C'est ce qui est prévu pour le budget d'aménagement pour recevoir en condition ces Jeux Olympiques. Il est tout de même, même s'il ne sera peut-être pas respecté, il est en principe bien en dessous de ses prédécesseurs, Londres, Rio et surtout Pékin, hein, c'est quasiment le triple. Alors, soyez prêts. Qu'est-ce qu'implique la réception de plus? C'est peut-être les bouchons sur l'agglomération parisienne, mais c'est surtout aussi, et on le verra après ces Jeux Olympiques, les retombées financières qui pourront permettre à la France de remettre son économie en place. Bonne journée à tous. Merci Johan, et si vous aussi vous voulez poser votre question sur l'actualité pour le prochain numéro du débrief du mois, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique Écoutez France 1 Radio. Dans quelques minutes, Lucas Goussias nous parlera du film Ça dans Ciné News. De plus, nous parlerons avec Léandre et Hugo Petitjean des journaux de France 2 dans La Vie de la Rédac. Mais avant cela, on va s'écouter April Ivy, Be OK. À tout de suite sur France 2 Radio. De retour sur France 1 Radio pour le débrief du mois, la suite consacrée plus particulièrement aux médias et au cinéma. Et oui, dans quelques minutes, nous nous intéresserons au journal de France 2 dans La Vie de la Rédac. Mais avant, je vais vous parler du film Ça dans Ciné News en remplacement de Lucas Goussias qui a un petit souci de dernière minute. Adhérés dans le Mens, 7 gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du club des ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi un point commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métaforce qu'ils appellent Ça. Car depuis toujours, Derry est une proie à une créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix, les enfants.
Bien décidés à rester soudés, les ratés tentent de surmonter leur peur pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon, poursuivant son bateau en papier, s'est retrouvé face à face avec le clown Gripsou. Nos confrères de Écran Large trouvent la première partie de l'histoire devient un petit film d'angoisse efficace mais un peu limité qui ne parvient pas à capter toute l'ampleur de ce personnage iconique. Mais grâce aux excellents acteurs, une direction artistique très réussie et quelques idées satisfaisantes, le club des losers nous embarque avec eux. Vous pourrez retrouver la bande-annonce de ce thriller sur le site internet d'InfoTV Loisirs, infotvloisirs.fr.nf. Au début du mois, le journal de France 2 a connu de nombreuses nouveautés, avec en outre l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix et un nouveau plateau. On en parle de suite dans la vie de la rédac avec Romain et Hugo Petitjean. Bonjour Hugo, merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors comme Léon le disait, la rentrée était synonyme de nouveautés pour les journaux de France 2, comme notamment l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix à la tête du 20h. Que pensez-vous de ses premiers pas ? Moi j'ai trouvé qu'Anne-Sophie Lapix était une très bonne présentatrice de ce journal, avec ce nouveau plateau. Je pense que son rôle, ça lui va bien et qu'elle s'est très bien mise dans la peau de la présentation des journaux de France 2, et je pense qu'elle a son rôle et qu'elle s'est bien fait dans la masse et que ça a été une bonne rentrée pour elle. Tout à fait, même avis pour ma part, parce que effectivement, je pense que du coup, par rapport à l'idée que je me faisais justement avant, en me disant finalement peut-être qu'elle correspond pas trop au JT, puisque finalement comme elle avait présenté pas mal d'émissions autres que des JT, du coup voilà, ça change un petit peu l'image, et finalement non, finalement c'est quand même c'est quand même une bonne. Je pense qu'elle peut c'est ça, ils ont eu raison de la mettre en tête, de la mettre présentatrice du JT. Oui. D'accord, et maintenant les journaux sont présentés sur un plateau modulable de 300 m², moderne et fonctionnel. Quel est votre avis sur ce nouveau grand plateau ? Je trouve déjà il est beaucoup plus grand que l'ancien qui faisait de mémoire 60 m². Et oui, je trouve déjà moderne avec ce grand écran géant. Il est modulable aussi parce que j'ai vu pour 19h le dimanche la nouvelle émission de Laurent Delahousse. Plusieurs, on peut bouger sur plateau plus facilement que sur l'ancien, et ça apporte la modernisation et du dynamisme aux journaux, et c'est bien mieux comme ça. Ouais, je pense qu'ils sont sûrement inspirés un petit peu justement de TF1, puisque TF1 a également un plateau très modulable, qui sont justement, ça a été un petit peu les premiers à justement avoir ce genre de plateau très moderne et très modulable pour pouvoir l'utiliser pour les soirées politiques, tout ça. Donc je pense qu'ils sont beaucoup inspirés de ça, et c'est vrai que c'est pas plus mal, puisque oui, ça fait quelque chose de beaucoup plus moderne et de beaucoup plus ça modernise un petit peu, et je pense que ça montre que la chaîne a un petit peu plus de moyens, plutôt que avant on voyait un petit peu par rapport à TF1 que c'était un petit peu déséquilibré. Là maintenant, c'est vrai que finalement ils font presque concurrence directe, donc je pense que c'est pas trop mal, oui. Tout à fait. Et maintenant, avec cette nouvelle disposition, de nouveaux angles de caméra sont exploités, dont un qui a beaucoup fait parler dernièrement, où l'on voit les jambes d'Anne-Sophie Lapix assise à son bureau, et malgré un professionnalisme à toute épreuve, les internautes ont été très nombreux à dénoncer les plans de coupe comme celui-là. Est-ce que vous pensez que cette polémique a lieu d'être ? Pas que ce soit indécent non plus, donc après la réaction, pas sûr qu'elle soit très correcte. Après, c'est vrai que moi, de mémoire, quand je réfléchis par rapport au JT français, au JT espagnol, au JT allemand, on voit rarement les jambes des présentateurs ou des présentatrices. Après, de là à dire que c'était un mauvais choix, pas forcément. Après, par rapport aux réactions, après, il y en a toujours qui réagissent forcément et qui partent, entre guillemets, au quart de tour, ça c'est sûr. Mais après, je pense pas que ça puisse créer une grande polémique surtout que après c'est ce que je disais, c'est pas indécent, je veux dire, on voit les jambes, c'est pas non plus donc après, mais il est vrai que pour tous les autres JT, on voit pas les jambes des présentateurs, donc après là, ça peut se discuter. Je pense qu'après, de là à faire une polémique, pas forcément, non. Mais je suis du même avis que Hugo. J'ai pas vu non plus le plan en question, parce que j'ai pas vu, parce que j'ai pas non plus tout regardé tous les JT en intégralité depuis le début septembre. Et
Oui, j'ai vu bien que ça avait fait polémique et je ne comprends pas parce que ça n'a pas non plus lieu d'être, cette polémique. Le réalisateur, il choisit les plans qu'il veut et c'est pas, oui, comme tu disais, Hugo, indécent. Donc non, je pense vraiment que cette polémique n'a pas vraiment lieu d'être. Mais c'est vrai que ce choix de réalisation n'enlève rien au travail professionnel d'Anne-Sophie Lapix, qui avant d'être une femme est une journaliste de talent, un talent qui a été valorisé dernièrement par les audiences plutôt bonnes, mais TF1 reste tout de même le leader incontestable des JT. Selon vous, en quelques mots, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux journaux rivaux ? TF1 a toujours fait plus d'audience que France 2. Peut-être, je sais pas, au niveau des présentateurs, mais je trouve pas que maintenant il y a une réelle différence parce que, comme le disait Hugo, avant on voyait un petit peu l'écart de budget. Maintenant, il a été compensé avec le plus grand plateau. D'ailleurs, France 2 a un plus grand plateau maintenant que TF1. Et après, c'est les habitudes des gens. TF1 ou France 2, c'est différent, mais je vois pas en quoi ces deux journaux sont vraiment, vraiment différents. Ils traitent quasiment les mêmes sujets d'actualité, peut-être pas avec le même angle de vision, mais ça reste quand même les mêmes sujets. Les présentateurs, c'est des femmes ou des hommes, le week-end ou la semaine, c'est assez équivalent. Le plateau est quasiment équivalent. Donc, il n'y a pas réellement de grande différence. Oui, D'accord, Hugo, en 3 mots. Ah, 3 mots, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, vraiment, juste, je pense que oui, de base, c'était un problème de moyens, de toute manière. Quand les chaînes ont été créées, France 2 avait beaucoup moins de moyens que TF1. C'est pour ça que forcément, TF1 a récolté plus d'auditeurs depuis le début. Après, je pense que voilà, maintenant, comme disait Léandre, l'écart a été largement, ils sont largement égaux. Moi, je pense que moi, personnellement, pour ma part, je préfère les journaux de TF1 parce que je sais pas pourquoi. Voilà, après, je suis comme pas mal d'auditeurs, c'est une question d'habitude. J'ai toujours regardé TF1, donc pourquoi je regarderais France 2 ? Par contre, par rapport dès qu'il y a un sujet politique, je préfère regarder France 2 parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus neutres que TF1 dans leurs propos et dans leur façon de dénoncer les actus politiques. Mais bon, voilà, après, sinon, à part ça, je pense que voilà, ils sont à peu près tous égaux au niveau budget et au niveau présentateur. Donc après, il n'y a pas forcément plus de raisons que ce soit TF1 que France 2. Et sachant que, voilà, je voulais juste faire une parenthèse, c'est que du coup, Léandre, tu disais que TF1 avait un plus petit plateau. Je pense qu'ils vont pas tarder à égaler, à mon avis, parce qu'ils vont l'avoir un petit peu mal que France 2 ait un meilleur plateau qu'eux, à mon avis. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver les journaux de France 2 tous les jours à 13h et à 20h. C'est malheureusement déjà la fin de ce premier numéro du Débrief du mois. Merci à tous de l'avoir suivi ce matin sur France 1 Radio. Merci également à Johan, Lucas et Hugo d'avoir participé à cette édition. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi avec un pays d'Hugo Petit-Jean. Et puis moi, je vous retrouve samedi pour le téléjournal 73. Excellente journée et à dimanche prochain.